Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est une émission où généralement on couvre l'actu tech et on parle de tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente et on le résume de manière sympathique, j'espère. Cette semaine, on va faire un épisode un petit peu particulier, un petit peu différent, puisqu'on va parler de tech et de jeunesse. On va essayer de répondre à certaines questions que se posent beaucoup d'entre nous, des parents bien sûr, mais pas que, sur l'éducation au numérique. On va essayer de parler de comment les techs peuvent utiliser les enfants peuvent utiliser la tech, comment en fonction de l'âge, les choses auxquelles il faut faire attention, peut-être l'accompagnement des parents aussi. Donc c'est un épisode spécial dont j'espère que vous l'apprécierez et on reviendra à l'actu tech classique dès la semaine prochaine. Je suis Patrick Béja, donc l'animateur de cette émission et j'ai le grand plaisir de recevoir une fois de plus Gaël Girardot qui va nous aider à naviguer les eaux troubles de la tech pour les enfants et pour la jeunesse. Comment ça va, Gaël ? Bonjour Patrick, écoute très bien, je suis ravie d'être là ce matin pour parler de mon sujet fétiche. Ouais, exactement. Bah, peut-être que justement, avant de commencer à en parler, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens pour que les auditeurs aient un petit peu de contexte. Et alors donc je suis Gaëlle Girardot et j'ai toujours été dans le digital. J'ai commencé en fait, moi j'ai remonté très loin. J'ai fait mes études, j'ai fini mes études, j'ai fait un mémoire sur les usages d'internet dans les lycées à l'époque où il y avait encore des annuaires avant même les moteurs de recherche. Donc, Oula, effectivement, ça remonte. Voilà. Et après j'ai travaillé chez France 5 Télé Éducation où je m'occupais des mini-sites justement éducatifs pour France Télévisions. Et après je me suis perdue un peu dans les grands méchants GAFAM. J'ai travaillé chez Microsoft, chez Google, mais j'y ai beaucoup appris et je suis ravie de l'avoir fait parce que ça me permet aujourd'hui justement d'en connaître l'envers du décor, le meilleur, le pire et justement de pouvoir aider nos petits jeunes à dépatouiller tout ça. Donc après avoir quitté Google il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour monter Coude. Donc Coude, c'est une plateforme d'éducation numérique et dont le but justement est de donner les clés d'accompagnement au numérique pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents et vraiment dans un esprit plutôt positif, comme on dit, pour le meilleur du numérique et contre le pire effectivement parce qu'il y a aussi le pire qui existe. Voilà, mais toujours de façon ludique et positive. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, on est juste là pour montrer comment ça fonctionne. J'aime bien pour le meilleur et contre le pire comme slogan, ça pourrait être le slogan de quelque chose, je sais pas de quoi, mais c'est assez catchy. Super, bah écoute, j'ai hâte de commencer à parler de tout ça. Avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui rendent cette émission possible, et les auditeurs qui rendent cette émission possible, c'est ceux qui contribuent à l'émission financièrement sur patreon.com/rdvtech. Quelques noms que je donne aujourd'hui: Renaud Joly, Mini Tigrou, Émeric Deshabreux, ou Dehabreux, Cobb, Rouden, Orcando, Sébastien et Cam. Merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir avec un petit dollar ou un petit peu plus par épisode l'émission. C'est grâce à vous qu'elle existe et c'est grâce à vous que vous pouvez tous profiter de ces émissions qu'on fait toutes les semaines. Donc merci du fond du cœur à vous tous. Si vous aussi vous souhaitez le faire, c'est très simple, patreon.com/rdvtech et vous aurez en plus droit à quelques bonus sympathiques comme l'accès au contenu exclusif, dont notamment cette émission qui est disponible bien avant pour les patriotes, mais qui est bien avant sa diffusion générale, l'accès au podcast privé qui inclut tous les contenus audio. En fonction des récompenses, vous avez l'accès au canal de discussion Slack où on se retrouve entre amis pour discuter de plein de trucs, etc., etc. Donc allez voir tout ça sur patreon.com/rdvtech. Et merci à ceux qui le font. Donc, attaquons ce sujet quand même hyper compliqué de la tech et les enfants, la tech et la jeunesse. Et en parlant de l'émission avant de commencer l'enregistrement, tu m'as proposé de diviser l'émission en 2 parties qui me semblent assez cohérentes. D'une part, peut-être parler de la chose qui va préoccuper la plupart des parents et des gens qui ont à rentrer en contact avec les enfants, c'est tout simplement les questions qui se posent et les questions qui ont attrait de manière très concrète à la tech, des questions de santé et puis des questions d'usage.
on va peut-être commencer, comme tu le suggérais, par les questions de santé. Moi, qui ai un petit bébé maintenant d'un petit peu plus d'un an, je suis forcément au cœur de ces moments et de ces questions. Et la première, alors il y a la question des ondes qui s'applique un petit peu à tous les âges, et même quand on est adulte peut-être, mais en tout cas, la question des écrans est une question qui déchaîne presque les passions, j'ai envie de dire. Euh, les écrans, quand, comment, quoi, quelle est la... Je ne sais pas si on peut dire la vérité, mais en tout cas, euh, comment est-ce qu'il faut approcher le problème? Alors, je vais surtout pas dire que je détiens la vérité, attention, parce que sinon on va avoir des problèmes. Après, justement, Est-ce que tu peux, excuse-moi, tu peux essayer de parler, de déplacer un petit peu le micro pour qu'il soit pas juste devant ta bouche, ça pop un peu. ok, c'est mieux là? Bah, vas-y, on va voir. Je pense que oui, mais vas-y. Donc, de par ce qu'on fait, effectivement, on a beaucoup de questions fréquentes qui viennent des parents, qui viennent des enseignants, et du coup, on travaille avec des experts, on travaille avec des associations, notamment une qui est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui a beaucoup d'experts derrière, et des gens comme Serge Tisseron, qui est très connu, qui a justement fait ce fameux 3, 6, 9, 12 pour les écrans, c'est-à-dire avant 3 ans, pas ou peu d'écrans, en dessous de 6 ans, des écrans, mais pas de console tout seul, en tout cas de console de jeux vidéo ou de tablette tout seul. Avant 9 ans, on peut avoir justement des écrans, mais de manière accompagnée, et à partir de 12 ans, on peut commencer l'autonomie sur le numérique. Donc ça, c'est un peu les principes édictés, qui ne sont pas les miens, hein, encore une fois. Ouais. C'est hyper. Ça me paraît quand même difficile à mettre en place quand même. Enfin, concrètement, c'est contraignant, on va dire. Et oui, bien sûr, l'éducation d'un enfant, c'est forcément un petit peu de contrainte pour les parents, mais ça me paraît presque sévère ces tranches d'âge aussi strictes, quoi. Après, je pense qu'il faut voir, de toute façon, chaque enfant est différent, donc tu l'adaptes évidemment à ton enfant. Je pense qu'il faut avoir, il y a quand même quelque chose d'assez basique, c'est en dessous de 3 ans, effectivement. Déjà, il y a la question des ondes qui se pose, donc ça, on y reviendra, mais ça peut être effectivement problématique pour ça. Et après, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui démontrent les méfaits des écrans. Ce qui est mauvais, ce qui est sûr, c'est la surexposition. Et finalement, si on réfléchit, avant 3 ans, le problème, et on va se le dire, on a tous mis nos enfants en dessous de 3 ans aujourd'hui sur des écrans. Et moi, la première aussi. Mm. Donc, je vais pas mentir là-dessus. En fait, en général, ce qu'on dit, c'est que le maître mot, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire que les enfants en dessous de 3 ans, pour développer leur sens, ils ont besoin de développer tous leurs sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, c'est pour ça qu'ils mettent tout à la bouche. Et mettre une tablette ou un téléphone dans la bouche, c'est pas terrible. Donc le but, c'est de solliciter un maximum de sens. Donc qu'il soit un peu sur les écrans, pas de problème, parce qu'il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe. Bon, il n'y a pas le goût, mais si c'est quelque chose d'interactif, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, en fait, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire. C'est des longues périodes passées devant un écran. Donc, effectivement, on ne laisse pas un enfant de moins de 3 ans pendant 2 heures devant un dessin animé. Et finalement, c'est la même chose que quand il y avait la télé, hein, on en revient aux mêmes problématiques. C'est de façon passive, donc c'est-à-dire sans interaction. Donc, finalement, sur des petits jeux interactifs qui leur apprend les formes, les couleurs, pourquoi pas les lettres, etc. C'est bien, il y a de l'interaction, donc c'est aussi intéressant pour ça. Et c'est surtout, c'est de l'interaction, il ne faut pas le laisser tout seul. Donc, en fait, un enfant, il a besoin de reproduire ce qu'il voit. Donc, il a besoin d'être accompagné par un adulte qui est là et qui joue avec lui. Donc si vous Ouais. jouez avec lui, sur une petite appli que vous avez trouvée qui est sympa, vous vous amusez, l'enfant s'amuse, il vous voit rire, il est content, et ben il développe quand même quelque chose. Donc il est en plein développement. Donc là, c'est pas un problème. Ouais, donc on parlait avant de lancer l'émission de Montessori justement, et tu disais il y a des gens qui sont un petit peu ayatollahs de Montessori et qui vont, pardon, faire les choses de manière hyper stricte. Sur les écrans, selon ton expérience, et encore une fois, chacun pourra avoir des expériences différentes. Ce que je comprends, oula, pardon, ça risque d'être un petit peu dur avec la gorge encore en mauvais état. Désolé pour les auditeurs, mais ce que je comprends, c'est que pas d'écran avant 3 ans, effectivement, c'est une recommandation générale. Il y a des gens qui la prennent vraiment au pied de la lettre, et je peux le comprendre aussi.
Mais même, à vrai dire, dans ces 3 ans, il y a différentes étapes. Entre 0 et 1 an, c'est une chose. Entre 1 et 2 ans, c'est une chose. Et entre 2 et 3 ans, c'est peut-être encore un petit peu différent. Mais euh, l'idée, c'est qu'on ne va pas utiliser un écran comme un babysitter. Si C'est on ça. utilise l'écran 10 minutes de temps en temps, tous les quelques jours, ou même tous les jours, 10 minutes, 20 minutes, et qu'on interagit avec le bébé, ou même, j'imagine, nous, c'est un truc qu'on fait, par exemple, quand il faut lui couper les ongles, bah, c'est un petit peu compliqué, donc on le met devant un écran pendant 5-10 minutes avec un dessin animé, tous les, disons, 2 fois par semaine. Je pense que ça va pas lui détruire le cerveau non plus. Il coupe Et les ongles 2 fois par semaine. alors, les écrans, peut-être 2 fois par semaine, c'est pas forcément pour lui couper les ongles, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une certaine interaction, etc., c'est pas qu'il doit pas regarder un écran avant ses 3 ans. Et à vrai dire, là, on arrive même dans des situations où, soyons honnêtes, c'est pas possible. Il y a des écrans partout dans nos vies. C'est ce que je lisais dans Père Nous, que les parents connaissent, je pense. Les parents français, Père Nous, c'est un petit peu la bible de l'éducation des... C'est le manuel des enfants, en fait. Le manuel des bébés et des enfants, c'est super bien foutu. Et, et c'est ce que disait cette section également. Euh, Pas qu'un enfant ne voit pas un écran de sa vie avant 3 ans, bah c'est juste pas possible. Donc il faut aussi être réaliste, quoi. Et c'est pareil, enfin, dans ces cas-là, si vous voulez que votre enfant n'ait pas d'écran avant 3 ans, ça veut dire qu'il faut soi-même ne pas en avoir. Bah c'est Donc ça. ça veut dire qu'il Que faut la pas être sur télé est son jamais téléphone. allumée, allumée, que... Exactement. Et il faut pas être sur son téléphone parce que du coup, on crée quelque chose où l'enfant voit le parent sur un écran et lui, il n'y a pas droit. Donc Hmm. ça crée effectivement, et il voit que le parent aime de toute façon cet objet, donc ça devient un truc sacralisé. Enfin, c'est presque même encore pire hein, au final. Ouais. Donc effectivement, tout est question de dosage, tout est question d'interactivité, encore une fois, et d'être en action. Donc un petit dessin animé, et souvent d'ailleurs on le voit, hein, les petits dessins animés pour enfants sont en mode interactif. Combien de fois Dora l'exploratrice, elle parle aux enfants, ou Mickey parle à la télé, puis plus ils grandissent, plus ils se mettent à répondre à Mickey ou Hmm. à Dora, parce qu'il y a de l'interaction, justement. Ouais. Bon, alors, malgré cette... comment dire, mise en garde sur la mise en garde, soyons clairs, il faut quand même limiter autant que possible le temps avant les écrans, surtout avant 3 ans, en particulier avant 2 ans. Évidemment, un petit peu de temps en temps, c'est peut-être pas la fin du monde, mais il faut quand même le limiter. Euh, Avec les ondes, là aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où certains sont un petit peu, j'ai pas envie de, enfin, j'ai envie de dire hystérique, mais je vais pas le dire, un petit peu extrémiste. De toute façon, les ondes, bon, on peut pas les éviter, il y en a partout, et la nocivité, je crois, hein, tu me corriges si je me trompe, la nocivité n'a pas été établie chez les adultes. Évidemment, chez les enfants, c'est un petit peu différent, étant donné qu'ils sont en croissance permanente. Quel est l'état des choses là? Alors pareil, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je te dis Hmm. les études qui sont sorties, il y en a 3 grandes. Il y en a une en 2011, une en 2014, et qui sont des françaises, et une plus récente américaine qui vient de sortir, qui te dit qu'effectivement, mais qui parle en fait pas des ondes quand tu regardes ton téléphone, qui te parle des ondes quand tu es au téléphone, c'est-à-dire quand tu as le Le téléphone téléphone contre l'oreille, près, ouais. et exactement, et par rapport aux tumeurs du cerveau. On dit plus de 30 minutes par jour, a priori, statistiquement, ça montre que statistiquement, il y a plus de gens qui ont des tumeurs au cerveau. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul, qu'il n'est pas possible d'écarter le risque complètement. Donc ça, c'est un fait, mais on n'est pas capable non plus de dire que c'est exactement ça. Il y a une étude effectivement américaine plus récente sur des rats, où ils ont mis des champs électromagnétiques qui montrent effectivement que ça développe aussi des tumeurs. C'est pour ça qu'on conseille d'utiliser les kits mains libres autant que possible, Exactement. quoi. Hmm. A priori, quand on parle des enfants, on les fait pas passer une demi-heure au téléphone par jour. On parle effectivement d'un usage qui est à distance, donc ça c'est la première chose. Et la possibilité aussi, quand même, c'est si vous voulez faire attention aux ondes, on peut mettre en mode avion, hein. Il y a quand même des jeux, on peut y jouer en mode avion. Les dessins animés, on les télécharge en avance, et on donne la tablette ou le téléphone en mode avion à son enfant. Hmm. C'est aussi une possibilité. Bon, donc là, on parle effectivement des questions vraiment de santé. On va
continuer avec des questions plus d'usage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous ont entendu parler de pas avant 3 ans, pas avant 6 ans, pas avant 9 ans et qui vont nous dire « Ah, mais attendez une seconde, vous avancez avec les histoires des écrans, comment est-ce qu'on fait pour les données, les réseaux sociaux, etc. » Là, on parlait vraiment de la question de santé. Donc, les écrans, est-ce que ça peut abîmer la santé des tout-petits ? On va parler aussi des usages et de l'accompagnement ensuite. Commençons par les usages. Tu me disais en préparation de l'émission que là aussi, les tranches d'âge impliquent, enfin c'est assez clair, mais les tranches d'âge impliquent des usages différents. Quelles sont les grandes périodes auxquelles il faut penser ? Les grandes périodes, c'est à peu près les mêmes, de toute façon. C'est-à-dire que, en dessous de 3 ans, ça c'est sûr. De 4 à 8 ans, c'est-à-dire à 7 ans, en tout cas, c'est l'âge où on ne sait pas encore lire, de toute façon. Donc forcément, c'est complètement accompagné d'un parent et jamais en autonomie, seul dans une chambre où il pourrait cliquer sur plein de choses et arriver à des endroits où on ne souhaiterait pas. Après, c'est intéressant ça du coup. Effectivement, un truc auquel on ne pense pas forcément avant 7 ans, on ne sait pas lire, donc il faut forcément quelqu'un qui va... Enfin, à vrai dire, ça m'amène une question. Avant 7 ans, si j'ai une app qui est bloquée sur l'app avec une tablette, bloquée sur l'app, il ne peut pas en sortir ou elle ne peut pas en sortir. Est-ce que du coup, à 5 ans, on n'a plus forcément besoin d'avoir une autre... Enfin, l'enfant peut parler, etc. On peut le laisser 1 heure avec son app si on est sûr qu'elle ne va pas... aller ailleurs dans le système d'exploitation et trouver des trucs sur un App Store, ou est-ce que même là, il faut quand même être avec... peut-être même être dans la même pièce, ça suffit, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est strict à ce point ? Si effectivement, tu as un contrôle parental qui est mis en place, mais il y a finalement peu de gens qui savent mettre en place effectivement de rester dans une appli unique. Il faut un code pour en sortir et effectivement dans ces cas-là l'enfant ne peut pas en sortir. Mais ça pourtant c'est assez simple à mettre en place, c'est dans les paramètres de tous les téléphones. Mais peu de gens savent le faire déjà. Donc effectivement, si tu le fais, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, 1 heure tout seul dans sa chambre à être sur une application, à 5 ans, moi je dis bravo si tu arrives à ce que l'enfant reste tout seul dans sa chambre. Ouais, d'accord. Je dis bravo, je sais pas d'ailleurs si je dis bravo, mais ça me paraît beaucoup. Effectivement, l'enfant a besoin de toute façon. En général, tu vas voir, quand ça grandit, ça te suit un peu partout. Ces petites bêtes. donc ils aiment être dans la même pièce que toi, même si tu fais autre chose. Donc, ce qui est pas plus mal aussi, parce que voilà. Bien sûr, ouais. C'est bien fait quand même l'évolution. Ça fonctionne pas mal. D'accord. Donc, et après, c'est encore une fois des questions de temps passé, et c'est l'addiction en fait qu'il faut éviter. Donc, à voir si quand tu commences à voir que ça commence à être trop addictif et que dès que tu lui enlèves le téléphone ou la tablette, ça devient une hystérie. Là, il faut agir. Il y a des enfants, en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de règles. Chaque enfant est différent, et tu as des enfants, tu leur enlèves la tablette et tu leur proposes d'aller jouer au ballon dehors, il n'y aura aucun souci. Tu as des enfants, ils ont plus d'addiction possible, ils sont plus à même d'être addicts à l'écran, et c'est à eux en fait à qui il faut faire attention et laisser moins de temps, mettre des règles plus précises et préciser en fait dès le départ tu vas avoir la tablette pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, où tu vas dire, il n'y a rien de pire, on est tous pareils, d'ailleurs si vous êtes un peu joueur, moi je suis aussi un peu joueuse, je ne supporterais pas qu'on me coupe alors que j'ai pas fini mon jeu. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, il faut le prendre. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que peut-être que parmi les auditeurs et les auditrices de cette émission, on a des gens qui sont plus au fait de la chose technologique, et donc pour mettre en place les contrôles parentaux, le fait de bloquer une tablette sur une app spécifique, ils pourront peut-être trouver comment ça se fait. Et ensuite, il y a effectivement le fait de comprendre ce que fait l'enfant. S'il y a une partie de jeu vidéo, par exemple, un enfant de 6 ans, il est en train de jouer à son petit jeu, ou même un petit peu plus âgé, il est en train de jouer à Fortnite, et tu lui dis c'est fini dans 5 minutes,
et 5 minutes, il a pas fini sa partie, il va finir, il sent qu'il a pas encore quitté la partie, il va pouvoir peut-être finir deuxième, troisième ou premier dans sa partie et tu le coupes alors qu'il aurait suffi de 5 minutes de plus et il aurait fini sa partie, bah c'est pas forcément la bonne chose à faire, quoi. Et donc il faut comprendre ce qui se passe sur cette tablette, nous aussi en tant que parents. Exactement, Mm. exactement. Faut suivre en fait tout simplement et si du coup on rentre dans le sujet du jeu vidéo, aider Ah, un attends, peu. excuse-moi, avant de rentrer dans le sujet du jeu vidéo, finissons sur les tranches d'âge qu'on n'a pas couvert. Mais vas-y, je te laisse, mais... Non, 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 enfin on reparlera du jeu vidéo du coup après, mais du coup oui, donc là on était plutôt sur les avant 7 ans, où tu effectivement il est pas loin de toi et il est bloqué dans un environnement dans lequel tu l'as bloqué pour pas qu'il puisse arriver ailleurs. 8-12 ans, on parle des 8-12 ans et on le dit, on en fait une différence par rapport aux 4-7 parce qu'ils savent lire. Hmm. Donc ça veut dire qu'ils sont plus capables de naviguer seuls en autonomie et qui commencent par ailleurs, même si normalement c'est interdit aux moins de 13 ans, potentiellement à être sur des réseaux sociaux. À partir de quel âge il faut s'en préoccuper? C'est l'âge à partir duquel ils savent lire, en fait, vraiment? C'est pas, en fait, c'est encore une fois, c'est l'accompagnement. Donc, si Hmm. tu sais ce que fait ton enfant sur la tablette et qu'il n'est pas seul dans sa chambre pendant 2 heures à 11-12 ans sans que tu saches ce qu'il fait, parce que surtout qu'à 11-12 ans, on arrive vraiment là, ils sont au collège. Souvent d'ailleurs, ils ont déjà un téléphone qui leur appartient. Le passage au collège est très important parce que c'est devenu l'âge en fait où on donne un téléphone portable à son enfant, même Hmm. si c'est déjà en train de de passer sur le primaire, mais en tout cas aujourd'hui la grande majorité, c'est 90% des enfants qui passent au collège commencent à avoir un téléphone portable. En tout cas en France, les chiffres c'est ça. Mais du coup, enfin, tu dis pas le laisser pendant 1 heure seul. Moi, le mien est tout petit, donc je sais pas, mais je peux pas imaginer qu'à 11 ans, il pourra pas passer 1 heure seul sur son téléphone, tu vois, enfin dans sa chambre. À 11 ans, c'est grand déjà. Il faut quand même faire, enfin, aller le voir toutes les 30 minutes, genre ah, tu fais quoi et regarder sur son téléphone ou sa tablette, c'est pas possible, non? Non, c'est pas en fait, encore une fois, ça va dépendre de ton enfant. Si tu as émis des règles et que tu sais si tu sais ce que ton enfant va faire, c'est ton rapport de confiance. Si tu sais ce que ton enfant va faire dans sa chambre, et on l'a tous fait, à l'époque, on avait juste le téléphone filaire d'ailleurs et on faisait passer le fil sous la porte, et on restait Ouais. pendant des heures au téléphone. C'est pas problématique. Je dis pas qu'il faut aller fouiller dans le téléphone de son enfant, c'est juste de la discussion et essayer de savoir, hein, d'évaluer le risque de ce qui a pu se passer. Parce que là, on va rentrer aussi dans des sujets de est-ce que il est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a du cyberharcèlement qui commence à avoir lieu, est-ce qu'il est en train d'être sur Snapchat avec des gens qu'il connaît pas ou est-ce que c'est que des gens qu'il connaît. C'est hyper important d'avoir ces discussions avec ces pré-ados qui découvrent en fait la violence aussi d'Internet à ce moment-là. Hmm. Et c'est ça la Bon alors, vérité, c'est qu'ils découvrent la violence du net ouais. et que ça leur est pas encore expliqué à l'école. Ça commence à arriver dans les écoles sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence et d'agressivité sur les réseaux sociaux. Hmm. Du coup, effectivement, au moment où on va donner un téléphone à un enfant, il va falloir avoir des conversations. C'est presque la conversation, genre comme la conversation sur les oiseaux et les abeilles. C'est ça, Il la va falloir, conversation que tu ne voulais pas avoir, c'est tu ça, vas ouais. devoir l'avoir. Il va falloir expliquer, tu sais, sur Internet, il y a des gens qui vont être plus âgés, il y a des adultes, et tu sais, qui peuvent déguiser leur identité, etc. Et ça va être important à expliquer. J'imagine d'autant plus sur la dernière tranche d'âge, et on va revenir à tous ces sujets, mais sur la dernière tranche d'âge, du coup, 13 ans, 17 ans, c'est l'âge impossible parce qu'ils sont presque adultes, mais pas encore. Et ça, je sais même pas comment, je veux même pas penser à comment ça va se gérer, mais c'est C'est compliqué, l'âge où il j'imagine. faut en tout cas qu'ils prennent conscience, notamment de leur identité numérique.
Mm. Déjà, et ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire va laisser des traces. Donc quand tu postes quelque chose sur Snapchat, ça n'est pas si éphémère que ça. Typiquement, ça va parler si je reviens encore à Snapchat, j'en parle parce que c'est un âge où ils y sont beaucoup, et la fonction géoloc qui est quand même par défaut utilisée, voilà, savoir qui sont leurs amis sur Snapchat, parce que à savoir que ton enfant peut être géolocalisé par n'importe quel inconnu, ça peut être un peu flippant. Donc leur parler des options fantômes, leur parler de ce que ça veut dire. Enfin voilà, c'est comme on leur a appris effectivement à traverser la rue, tu leur apprends à ou à pas parler à vos inconnus dans la rue, il faut faire le même travail sur le Mm. numérique. Donc là encore, on a peut-être, j'espère, parmi les auditeurs de cette émission, des gens qui vont être assez au fait de la chose numérique pour... tout le monde va pas forcément connaître Snapchat, mais du coup, quand vous donnez un téléphone à votre enfant et qu'il atteint ces âges-là, eh ben, il va falloir s'intéresser à ces choses-là et s'intéresser aux applications spécifiques qu'ils vont utiliser. Peut-être que vous pouvez, je sais que c'est le cas sur iOS, j'imagine que c'est le cas sur Android, mais peut-être pas, avoir un compte familial et contrôler un petit peu ce qui va être installé, etc., sur les téléphones des enfants. Et peut-être... Alors, entre 8 et 12 ans, on peut prendre le téléphone, avoir notre déverrouillage, connaître le code encore à cet âge-là plus ou moins. À 13 ans, on va plus savoir même ce qui est installé sur le téléphone. 13 ans peut-être encore à la limite, mais 14-15 ans, du coup, là, il y a une question de respect de vie privée de l'enfant également. Et on va pas savoir. Enfin, tu dis, il faut savoir qui il suit. On parle de Snapchat, on pourrait parler plus d'Instagram aujourd'hui encore. Savoir qui va être ami avec les enfants sur ces applications, concrètement, c'est pas possible sans aller ouvrir l'application et regarder les listes d'amis. Et ça, enfin, j'imagine que c'est une invasion Non. de vie privée qui est néfaste, quoi. Quand je dis savoir, c'est encore une fois, c'est la relation de confiance que tu construis Donc discuter avec eux, quoi. avec ton enfant, et c'est la difficulté de la vie de parent d'un ado, je Ouais. pense. Mais c'est là, et j'en parlais pendant la préparation, j'aime beaucoup cet épisode dans Black Mirror qui est sur Netflix. Il y a un épisode dans la saison 4 qui s'appelle Archange et qui est, je sais pas si tu l'as vu, Je l'ai pas vu. Non. il est hyper intéressant. C'est sur une maman qui en fait teste pour la première fois la possibilité d'intégrer une puce des tout bébés dans son enfant pour le géolocaliser à tout moment et pour filtrer aussi ce que l'enfant voit au travers de ses yeux. Ouf. Donc en Ah oui, fait, tu peux d'accord. carrément filtrer, et donc elle filtre toute la violence, ce qui fait qu'elle peut pas voir la violence jusqu'au jour où tout ça saute, à Hmm. l'adolescence. Et c'est extrêmement À intéressant parce l'adolescence, tu que dis, dans l'épisode, exactement. c'est genre à Dans l'adolescence, l'épisode, ça... c'est à l'adolescence et ça montre du coup, à force d'avoir surprotégé ton enfant, Hmm. bon, alors évidemment, ça reste, c'est une fiction, mais ça fait se poser les bonnes questions, et la bonne question qui est qu'en tant que parent, ce que tu es en train d'évoquer, cette tentation qu'on a avec la technologie de pouvoir tracer aussi son enfant. Hmm. Si on veut, on peut géolocaliser son enfant. Si on veut, on peut aller fouiller dans son téléphone. On peut mettre des contrôles qui fait que on pourrait savoir exactement tout ce que fait son enfant. Est-ce que il faut le faire ou pas? Effectivement, on a plutôt tendance à dire que c'est de la vie privée à partir d'un certain âge, et qu'il faut plutôt l'éviter, parce que là, du coup, tu coupes tout rapport de confiance avec ton ado. Mais effectivement, c'est vrai que c'est tentant de se dire, Ouais. tiens, quand même, je voudrais bien le géolocaliser au cas où. Mais il faut réussir à se dire qu'il ne faut pas le faire, malgré le fait que la technologie nous le permette aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, typiquement, moi j'avais discuté avec un jeune de 17 ans, je lui parle, et je t'assure que c'est vrai, je lui parle de l'école buissonnière. Il me regarde avec des yeux ronds, il me dit, c'est quoi l'école buissonnière? Je dis, comment ça, c'est quoi l'école buissonnière? L'école buissonnière, c'est le fait de ne pas aller à l'école sans que tes parents le sachent. Je dis, mais c'est pas possible, comment tu fais? Et effectivement, j'avais pas pensé à ça. Aujourd'hui, en fait, comme le rapport avec l'école est numérique, en fait, Hmm. avant, tu amenais ton mot que tu écrivais toi-même à l'école Oui. pour dire l'absence. Aujourd'hui, le lien est en direct avec le téléphone des parents, avec la directrice ou le directeur de l'établissement. Ils Hmm. peuvent plus, ils sont déjà traqués D'accord, oui, par très le code. intéressant, effectivement. Ouais,
Bon, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne chose parce que c'est vrai que les petites transgressions construisent aussi Sûr. la personnalité. Et j'ai toujours pensé, moi, de par mon éducation, que les petites transgressions, c'est pas mal parce que ça te permet de te transgresser sans avoir besoin d'en faire des grosses, peut-être. Donc, Exactement. C'est ouais. exactement ça. Donc c'est pour ça, c'est dire aujourd'hui, effectivement, c'est déjà assez terrible comme ça. Ils peuvent même plus faire l'école buissonnière. Donc si en plus on commence à les traquer partout où ils sont, Hmm. ça Bon, commence. ouais. Alors, il y a plusieurs catégories de choses dont on voulait parler. On va peut-être pas faire chacune pour chaque âge. D'ailleurs, c'est pas forcément applicable. Mais tu voulais parler du coup des jeux vidéo, des données personnelles et d'identité numérique qu'on a un petit peu évoqué. Ensuite, des dangers de la pornographie, de la pédophilie, et même du cyberharcèlement qui, en fonction des âges, va devenir une vraie problématique. Sur ces 4 sujets spécifiquement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, on va pas rentrer dans le détail de tout ça parce que c'est très complexe et encore une fois, en plus, je ne prétends pas avoir les réponses à tout ça. Mais ce sont en fait les 4, je les ai cités parce que ce sont les 4 grandes questions qui reviennent, les 4 grands thèmes qui reviennent, très, très, très régulièrement. Le premier étant, dans l'ordre, les jeux vidéo, et cette question de, quand est-ce que je sais si, je laisse mon enfant. Alors là, on parle plutôt des enfants, enfin oui, à partir de 10 ans où ils commencent vraiment à jouer tout seul et à y passer, un temps, important. Et les questions qui se posent, c'est: est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il est en train de devenir addict? Comment on fait? C'est quoi les bonnes pratiques? Encore une fois, désolée, hein, je me répète, mais chaque enfant est différent. Le temps d'écran, bah, c'est surtout, de s'assurer, la multi encore une fois, on revient sur la multimodalité, donc c'est de dire, bah, s'il fait que du jeu vidéo, ça devient problématique. Maintenant, s'il fait du jeu vidéo, mais qu'en parallèle, il a des activités sportives, le mercredi ou le samedi et qu'il va quand même voir, ses amis, par ailleurs, il y a pas d'inquiétude, à avoir. Donc en fait, le premier point, c'est de vérifier la socialisation de l'enfant. Si ça n'impacte pas la socialisation de l'enfant, le jeu vidéo, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans un problème d'addiction qui va le rendre, qui va le désocialiser, par rapport, à ses camarades. Ça peut être compliqué pour les parents parce que moi, bon, je suis le jeu vidéo de très près parce que c'est une de mes passions et donc je suis un petit peu au courant non seulement de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi de la manière dont ça s'est passé pour moi quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que le jeu vidéo était un facteur de socialisation, au contraire pour moi qui était très important parce que c'était une passion commune avec des amis et du coup on en parlait tout le temps, on allait les uns chez les autres pour jouer ensemble, etc. Mais aujourd'hui, sur le jeu qui est le plus populaire chez les jeunes, pré-ados et ados, c'est Fortnite. Et beaucoup d'entre eux vont passer énormément de temps sur ce jeu. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont se connecter en discussion vocale aussi. Et en fait, passer du temps sur Fortnite comme ils passeraient du temps chez des amis. C'est un endroit où ils vont se retrouver pour discuter, rigoler. Et le jeu est presque accessoire parfois. Et donc, de l'extérieur, on peut se dire, ah bah, il est devant son écran systématiquement, et évidemment, il ne faut pas en abuser comme tout le reste, mais il est sur son écran et il va passer du temps à discuter, à rigoler avec ses amis par l'intermédiaire de ce facteur qui est un facteur de socialisation presque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais Euh, donc tu es dans la bonne pratique parce qu'il est en hmm, socialisation. Il est en ouais. socialisation parce qu'il est avec ses camarades. Mais je veux dire, avec ses camarades virtuellement, parce qu'il va parler Oui, avec le oui. micro et le truc, mais ça c'est quand même un Et comme on facteur à a été prendre au en compte, quoi. téléphone, auparavant. C'est ça, oui, exactement. Hmm. On a passé des heures au téléphone, à ces âges-là et c'est leur nouveau téléphone. Sauf Hmm. qu'eux, en plus, ils font quelque chose derrière. Ouais. Encore une fois, c'est de s'assurer que derrière, c'est bien ses camarades qui sont là, et ça veut pas dire quand je dis s'assurer, c'est toujours de la discussion, hein, c'est pas je flique, Ouais. C'est pas je vais aller écouter ouais, ouais. Mais bon, heu tu peux tendre l'oreille aussi, voir quel type de discussion ils ont, Oui, bien etc. sûr, exactement et s'assurer qu'effectivement c'est pas trop violent, que c'est pas trop, Ouais. voilà, c'est ce type de bonne pratique et encore une fois, le jeu vidéo, n'est pas mauvais et ça de plus en plus d'ailleurs, à l'école parce qu'on s'aperçoit que, on engage mieux dans le jeu vidéo, qu'il y a des règles et cetera. Alors Fortnite, c'est encore différent, mais il y a d'autres types de jeux vidéo et typiquement aussi, tout ce qui est création dans le jeu est intéressant. Donc tu as des jeux qui permettent déjà de créer. Si tu prends Minecraft, bah, c'est quand même déjà un jeu de création. Et le fait aussi de créer des vidéos.
donc les sociologues et les psys te disent que les jeunes qui font des vidéos de leurs jeux, c'est très bon pour eux. Parce qu'ils sont toujours dans la création, ils partagent, et au contraire, en tant que parent, de dire bah tiens, montre-moi la vidéo du jeu que tu as fait. Bah voilà, ça peut être aussi une façon d'engager un lien avec son enfant et de savoir un peu à quoi il joue, et peut-être même de lui proposer, de lui dire bah tiens, fais une vidéo, je vais pas te regarder jouer, mais tiens, fais une vidéo sur YouTube, bon, ça peut être intéressant. Voilà, les enfants qui veulent devenir youtubeurs, du coup, j'imagine que c'est aussi une tendance qui, moi, me fait flipper, alors que moi-même, je suis créateur de contenu. Mais, et d'ailleurs, entre parenthèses, on ne l'a pas dit, mais il y a un système, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le système de notation, pas de notation, mais de classement PEGI, qui est un système européen qui classe les différents jeux en fonction de l'âge. Et donc, vous pouvez tout à fait, enfin, c'est même important, quand on ne connaît pas bien les jeux vidéo, de se référer à ce système pour savoir quels jeux sont conseillés, déconseillés avant tel âge, etc. Et c'est sur chaque boîte, il y a le petit chiffre PEGI avec les détails du contenu et de la recommandation d'âge qui sont donc très importants à suivre. Alors effectivement, hein, pas forcément à suivre à la lettre, mais quand j'entends, et je le dis parce que j'étais encore sur un salon spécial pour l'éducation numérique pour les enfants, et les parents qui viennent me voir me disent: «Mon enfant joue à des jeux où il y a écrit sur la boîte plus de 18». Et mon enfant a 7 ans. Ah! Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un commentaire? Oui, non, mais exactement, il y a combien de Il aurait fois... 16 ans, évidemment, pas de souci. 16, 18, bon, on est dans des âges, à 16 ans, on est à peu près adulte. Mais 18, 7 ans, je pense que l'écart est un peu trop large. Oui, on est d'accord. Bah, non, mais enfin, soyons honnêtes. Combien d'enfants jouent à Call of Duty, qui est un jeu de tir guerrier, qui est déconseillé aux moins de 18 ans? Mais combien d'enfants y jouent à... Allez, encore une fois, soyons honnêtes, 14, 15, 16 ans, je crois que c'est fréquent. Et si vous l'interdisez à la maison, il y a des chances qu'il aille y jouer chez le petit copain. Exactement. Et j'imagine, et là c'est mon intuition, c'est le genre de petites transgressions qui sont pas non plus dramatiques. Mais effectivement, à 8, 10 ans, on va pas le mettre devant Call of Duty, c'est évident, même 12 ans, quoi. Il faut... Et pourtant. Et pourtant, oui, c'est sûr. Bon, alors ça, c'est pour les jeux vidéo. Autre problème épineux, données personnelles, identité numérique. Du point de vue, pas de l'approche peut-être, ou peut-être même si, de l'approche comment le présenter à l'enfant, mais même, est-ce qu'on va créer un profil pour son enfant avant qu'il ait l'âge? Normalement, Facebook et les réseaux sociaux, c'est dans les conditions d'utilisation, pas avant 13 ans. Comment on gère ces choses-là? Bah, déjà, après, à chacun de juger aussi. On n'est pas là non, enfin, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Et il y a effectivement, on dit que c'est en Sauf dessous de peut-être ceux 13 qui ans. mettent Ouais, Call of 18, Duty 6, dans ouais, les peut-être, effectivement. mains de leurs enfants de 7 ans. Là, on les juge un petit peu, gentiment, mais on juge un petit peu. Mais effectivement, en dessous de 13 ans, normalement, on n'est pas censé avoir un réseau social. Mais on sait que l'identité numérique, aujourd'hui, elle est créée à la naissance, hein, pratiquement par les parents, puisque beaucoup de parents postent la photo de leurs enfants et toute la vie de leurs enfants sur leur propre compte à eux, mais créent déjà en fait une identité numérique à leurs enfants au travers de tout ce qu'ils postent sur leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose, donc à savoir, est-ce que vous avez envie de créer une identité numérique à vos enfants en postant toute leur vie avant même qu'ils aient leur propre compte? À chacun de voir ce qu'il veut faire, et à chacun de prendre ses responsabilités. Au moins, je dirais, éviter de poster en public et plutôt poster sur le cercle d'amis intime, plutôt que de le faire au global, parce que on le sait, hein, il y a de plus en plus de pirates qui viennent, en fait, qui font du blackmailing à ses parents, qui vont poster en public des enfants à la plage. Ils vont vous envoyer une photo derrière qui a été montée de son propre enfant dans des positions dans lesquelles on n'aurait pas du tout envie de voir son enfant. C'est une photo truquée, mais ils envoient des mails en disant bah, très bien, là je vais poster cette photo montée pornographique de votre enfant, sauf si vous me donnez, et en fonction, ils vont demander des sommes plutôt raisonnables. Oui, c'est le genre de choses qui s'attendent à ce que les gens puissent payer, quoi. Exactement, donc ils vont vous demander 200, 500, peut-être 1000 euros, sachant que vous aurez beau appeler la police, il ne pourra rien se passer. Ah bah évidemment, oui. La police de va toute pas aller façon, enquêter sur... D'une part, ils sont difficiles à trouver,
Et Ils sont puis, impossibles à trouver, et même s'ils étaient trouvés, de toute façon, le mal est fait. ah oui, d'accord, oui. Une fois que la photo est postée, oui, le mal est fait, effectivement. Euh, Donc les gens payent. hmm. Voilà, donc Ah, mais juste c'est pour terrible, ça. ça arrive souvent, j'étais pas au courant de ça. Alors souvent, je n'ai pas les Enfin, je veux statistiques, dire, c'est une mais, chose qui se mais c'est une passe, chose quoi. Hmm. en tout cas, qui augmente. Oui, Hmm. oui. C'est Ah en là là. nette augmentation. Donc effectivement, attention au moins sur la façon dont on poste sur les enfants, sur ces enfants jeunes à la plage, dénudés. Hmm. Ça paraît à la base plutôt normal, Innocent, oui, mais oui. innocent, mais voilà, aujourd'hui, il faut faire attention quand même. Pour revenir du coup au compte de son enfant, donc c'est 13 ans. Encore une fois, on peut se dire que en fonction de son enfant, et en général, de toute façon, ça arrive au collège. Ils arrivent au collège, ils ont 10-11 ans. C'est l'âge où ils sont en pleine acquisition de leur autonomie, et c'est à peu près l'âge quand même où ça commence réellement à être sur les réseaux, Insta, Snap, derrière. Donc bah, là, Bah, c'est à là où il faut partir du moment où il va avoir son téléphone, où elle va exactement. avoir son téléphone, c'est compliqué de faire en sorte qu'il ou elle ne crée pas un compte sur Instagram. Je sais pas, j'imagine que c'est possible à créer, même si on bloque l'App Store et que la personne ne pourra pas télécharger l'application, on peut le faire par le web. Donc, dans le cas Et d'Instagram, j'imagine qu'on peut créer un compte par le web. Donc, Et alors ça, j'ai déjà, j'ai déjà eu des discussions avec des jeunes adolescentes qui avaient 13 ans à peu près, 13-14, interdites de téléphone portable, donc ils n'en avaient pas. ouf. Ah, c'est Euh, dur ça en plus, parce que du coup, tu te sens hyper T'es exclu, exclu. hein, t'es Ouais, exclu. T'es exclu, mais du coup, qui avait tous ses comptes sur le téléphone de sa meilleure amie. bah oui, bien sûr. Et je peux te dire que ce qu'il y avait dans ses comptes était bien plus transgressif que ce que les parents auraient aimé qu'il y ait. Hmm. Et c'est là où justement on était sur un atelier de prévention sur les données personnelles et sur le fait que ça reste, le fait de comment on s'est accable très facilement sur les bons mots de passe, etc. Et on n'est pas venu dire c'est bien, c'est mal. Encore une fois, on est venu dire voilà comment ça fonctionne, voilà comment je peux hacker ce compte très facilement parce que ton mot de passe, le nom de ton chien, c'est sympa, mais c'est très facile à trouver. Hmm. Je peux avoir toutes tes photos et maintenant, Non, et voilà, puis je peux en faire ce que je veux. toutes les photos, et en plus, les communications par message privé dans Instagram, ça se fait énormément. Tout à fait. Oui, mais du coup, enfin, il faut donner des conseils. Il y a deux questions que je me pose. Est-ce qu'il faut donner des conseils de bonnes pratiques pour les mots de passe aux enfants? J'imagine que oui, du coup, j'y avais jamais pensé, mais oui. Et encore plus important, les conditions d'utilisation, c'est 13 ans. Ils vont commencer à vouloir l'utiliser à 10-11 ans quand ils arrivent au collège, 12 ans. Du coup, on fait quoi? On leur crée un compte, on crée un compte avec eux avant que légalement, enfin pas légalement, mais dans les conditions d'utilisation, ils aient le droit de l'utiliser. Euh, c'est compliqué là. C'est très complexe. Après, de toute façon, enfin, comme tu disais, tu vas pas le faire avec eux, ils vont le faire tout seuls. Donc, Non, bien sûr, mais je veux dire, tu vas lui dire, ah, je sais que tes amis utilisent. Comment? Euh, à 13 ans, ensuite, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le droit de créer un compte Instagram. Ok. Mais à 11 ans, on les laisse et on leur explique peut-être, ah, sur les réseaux sociaux, ça se passe comme ça, et pour créer un compte, il faut bien choisir un mot de passe fort. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent. J'imagine que c'est la seule solution possible. bah, t'es dans de l'accompagnement. Tu ne peux être que dans de l'accompagnement, et l'accompagnement, c'est de dire comment ça fonctionne, de prévenir les risques, Oui, mais et de est-ce qu'on faire au leur mieux. dit... Moi, cette histoire de 13 ans me pose un vrai problème parce que je suis très droit et très à cheval sur les règles. Peut-être que je suis un petit peu trop, en l'occurrence, mais est-ce qu'on va leur dire, si tu veux te créer un compte Instagram avant 13 ans, bah vas-y, c'est bon, je t'autorise? Ou est-ce qu'on n'en parle pas de cette histoire de limite de 13 ans? Je te pose Je- peut-être une colle, je sais pas, il n'y a pas de réponse. Oui, il y a pas de. Je pense que là, c'est vraiment à chacun de prendre sa décision en tant que parent. Et Hmm. moi, j'ai tendance à dire le mieux, c'est encore une fois, il vaut mieux savoir et accompagner plutôt que ton enfant le fasse dans ton dos. Hmm. Et poser et avoir cette discussion de dire, écoute, c'est interdit. Est-ce que tu souhaites en avoir un? Est-ce que tous tes amis en ont un? Qu'est-ce qui se passe si tu n'en as pas?
Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas être vraiment exclu si tu n'en as pas? Et c'est une discussion parce que peut-être en plus il sera dans une classe ou il ou elle sera dans une classe où finalement c'est pas si gênant que ça. Lui dire voilà, moi j'ai pas de problème pour que t'en aies un à 13 ans. Aujourd'hui c'est interdit. Si tu le fais, ça veut dire que moi aussi je t'autorise à faire quelque chose qui est interdit. Mets-toi à ma place. Voilà, et c'est une discussion à avoir. Et après en fonction de ton enfant, après à décider de si tu l'acceptes et si tu l'acceptes, dans quel cadre. Mais c'est terrible. Instagram nous crée des criminels de 10 ans. Non, bon, enfin, encore une fois, ces conditions d'utilisation, c'est pas la loi, c'est juste que c'est les conditions d'utilisation qui sont édictées par le service. Donc ça veut dire qu'on est en train de leur dire ouais, les conditions d'utilisation, tu t'en fous. Moi, ça me pose un vrai problème moral, quoi. C'est terrible. Surtout qu'en plus, si tu commences là-dedans, tu vas dire écoute, les conditions d'utilisation, j'accepte que tu y ailles parce que tu as moins de 13 ans pour les réseaux sociaux. En revanche, les sites pornographiques, comment on fait? Oui, alors on arrive à cette deuxième Papa, problématique, quoi. tu m'as autorisé pour les conditions d'utilisation aux moins de 13 ans. Je me suis dit que les sites porno, c'était accepté aussi. Oui, alors là, c'est vraiment les conversations auxquelles je n'ai pas hâte d'avoir à faire. Euh, ouais, Mais alors y a on fait pas comment? de... Pornographie, pédophilie, on en parle? On fait quoi? Bah, forcément, t'es obligé d'en parler à un moment donné. Enfin, t'es obligé. Encore une fois, il vaut mieux, Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais a priori, il vaut mieux, oui. Vaut vaut mieux mieux les préparer, quoi. prévenir. Enfin, tu préviens bien ton enfant que dans la rue, il faut pas qu'il. Tu lui en as déjà parlé a priori à un moment donné de la pédophilie, puisque quand tu lui expliques qu'il faut pas qu'il parle aux inconnus, il y a bien une raison. Tu Hmm. le fais pour lui apprendre dans la rue. Donc c'est juste la même. En fait, il faut transposer ce que tu fais dans la vie réelle sur la vie sur le numérique, ni plus ni moins. Tu veux pas qu'il fasse dans la vie réelle ce qu'il fait dans sa vie numérique. Donc c'est les mêmes conversations finalement. C'est les mêmes conversations et c'est de dire bah voilà, il faut faire attention à pas parler aux inconnus, même si effectivement à 9 ans ils vont te répondre mais ça sert à ça Internet, il y a bien des sites de rencontres, c'est bien pour apprendre à rencontrer des inconnus. Effectivement là, je ne savais plus quoi répondre. Bah là, t'essayes de lui dire le truc qu'il aime pas, ou tu vas lui dire, écoute, ma chérie, t'es encore un petit peu jeune, c'est pas la même chose quand on est plus âgé. Et là, c'est genre, ah, mais je suis grande, machin. Oui, donc c'est compliqué, ouais. Mais effectivement, il vaut mieux leur dire. Mais pour les questions de pornographie, de pédophilie, ne parle pas aux inconnus, etc. Moi, je pense de manière beaucoup plus pragmatique, les sites porno, ils sont tellement facilement accessibles. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, il fallait allumer Canal+ à minuit le premier samedi du mois et sortir la passoire pour la passer devant le truc pour pouvoir voir quelque chose à l'image cryptée, à l'image brouillée. C'était déjà beaucoup plus simple qu'avant, j'imagine encore, mais... Là effectivement à 14 ans, je crois que c'est 60% qui a déjà vu un film X. Ouais, ouais. Euh, Et là, c'est inévitable, quoi. Ils vont forcément, encore une fois, avec un téléphone mobile, dans la cour de l'école, il y en aura bien un qui va aller sur le site porno du moment et montrer à tous ses amis, genre, oh, regarde ce que c'est. Exactement. Et même si c'est pas ton enfant, de toute façon, il va le voir avec les Mm. autres. Donc là, il y a aussi le travail de l'école et de l'enseignement qui est sur l'éducation sexuelle, d'expliquer, et ça commence à rentrer à l'école aussi, et c'est rassurant, commence à s'emparer de ces sujets-là, c'est d'expliquer en fait. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et se dire on ne peut pas tout leur interdire. Donc vu qu'on ne peut pas tout leur interdire, maintenant il vaut mieux les accompagner et leur expliquer les choses plutôt que de les laisser seuls face à ça. Parce que finalement, une fois qu'ils ont vu un film X, les études te montrent que, en fait, une fois qu'ils l'ont vu, ils te disent en fait, j'avais pas du tout envie de le voir, j'étais trop jeune. Mm. Donc c'est quand même aussi rassurant. Ouais. Que nos enfants sont pas tous, ils vont pas tous partir en vrille parce qu'ils ont vu un film pornographique trop tôt. L'essentiel c'est d'être accompagné et c'est de dire la sexualité, ça n'est pas ce qui est représenté dans les films pornographiques, c'est pas comme ça dans la vraie vie non plus. Bien faire la différence entre le, entre les films Entre la et... fiction, Ouais. c'est de la fiction. Si les gens font des choses réelles, mais Non, mais je comprends bien. C'est pas du tout le même. Enfin, c'est évident, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas du tout le même type de relations qui sont dépeintes sur les films par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et effectivement, pour nous, c'est peut-être évident, mais ça pour l'est eux, pas ça le pour ces sera pas. enfants. Ouais, peut-être qu'ils vont se Exactement, mettre à comme tu dis, reproduire. Et fonce puis des là, on portes est. ouvertes pour des adultes, pas pour des Ouais. enfants. Eux, c'est leur premier rapport à la sexualité. C'est-à-dire que ils voient ça pour la première fois, ils disent OK, bah c'est comme ça qu'on fait. Mm.
Et effectivement, là, c'est problématique parce que du coup, on arrive souvent avec des choses assez violentes, parce que, néanmoins, dans les films pornographiques, ça reste quand même plutôt violent, et donc du coup, on veut éviter que nos enfants, aient des rapports comme ça. Reproduisent ce genre de schéma, ouais. Et, Exact. et en plus, à ces âges-là, c'est plus ou moins à ces âges-là qu'ils vont commencer à s'éveiller à la sexualité, évidemment. Et certains, autour de, parfois même plus jeunes que 14 ans, ça peut arriver Bien à 11, sûr. 12, 13 ans, avoir leur premier rapport. Et du coup, oui, il faut les avoir préparés, c'est évident. Ouais. Quand tu le dis comme ça, c'est clair. Cyberharcèlement, du coup, encore un problème hyper compliqué. J'imagine qu'on revient sur la même rengaine qui doit finir par rentrer maintenant à force. Il faut leur en parler et les préparer, j'imagine. Il faut les préparer à la violence des réseaux sociaux, et leur expliquer. En fait, le problème du cyberharcèlement, ça revient au harcèlement qui pouvait déjà exister à l'école. La différence, c'est la permanence. Qu'est-ce qu'on appelle la permanence? Ça veut dire que, bah, effectivement, ils vont avoir, à bout de bras sur leur téléphone, la violence, qui est contre eux, bah, le week-end, le soir, toute la journée, alors qu'avant on se faisait, agresser, je dirais, dans la cour de l'école et puis on rentrait chez soi, c'était fini. Donc là, la permanence fait que c'est plus important, et le fait que ça soit, visible de tous, et que ça soit public, bah, ça redouble en fait l'agression. En fait, on Mmh. explique que du coup, en fait, tu t'es agressé comme si tu étais agressé 2 fois, voire plus, puisque en fait, bah, en plus, ça se passe pas seulement dans ton école, mais toutes les écoles autour potentiellement, les gens que tu vois autour sont au courant. Et le problème, pourquoi il y a encore plus d'agressivité entre les jeunes, sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs avec les adultes, hein, c'est le filtre de l'écran. Donc en fait, c'est quoi? C'est le fait que comme on n'a pas de repères sur la communication non verbale, quand on agresse quelqu'un, physiquement ou verbalement parlant, mais de manière physique, en présentiel, on voit la réaction de la personne. On voit l'impact qu'on a sur la personne. Donc du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se limite. On est moins agressif en présence que quand on est. C'est pour ça qu'on est plus agressif sur les réseaux sociaux, Mmh. puisqu'on n'a pas l'impact qu'on voit et on ne voit pas la communication non verbale. Mmh. Donc, et c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes, et leur expliquer qu'effectivement, c'est plus violent dans le monde numérique que dans le monde réel, hein, et que du coup, il ne faut pas répliquer dans le monde réel ce qu'on voit dans le monde numérique. Donc il ne faut pas devenir plus agressif dans le monde réel parce qu'on a vu que c'était agressif dans le monde Mmh. numérique, et il faut les préparer effectivement au fait que, ça peut être violent, mais il faut pas le prendre «personnellement» entre guillemets, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai que déjà, nous, on a du mal à le gérer, nous-mêmes adultes, avec des années d'habitude sur les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est sûr qu'avec ce contact avec des gens peut-être qui connaissent pas parfois, ou des amis, enfin, ça peut être pire quand c'est des gens qui connaissent, mais ça doit être hyper compliqué pour eux. Ou peut-être que, bon, je suis sûr que c'est compliqué, mais peut-être même qu'à force d'avoir grandi là-dedans, est-ce qu'ils pas à 12 ans, mais à 16-17 ans, ils vont le maîtriser mieux que nous et savoir où se situer mieux que nous, peut-être par rapport à ce type d'agression. Je ne suis pas Alors convaincu que ça soit le cas, mais je me pose la d'abord, question. je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus, Ouais, d'accord. et 2, les problématiques qui sont évoquées par, encore une fois, les sociologues, les experts, derrière, et les psys, c'est que le problème, c'est que ça arrive à un âge où tu construis ta personnalité, Mm, et en fait, tu te prends une agressivité forte et tu deviens agressif toi-même de façon très forte, à un âge où tu te construis. Et c'est là où c'est différent, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on le gère très différemment, parce qu'on n'a pas grandi avec, et justement, on a construit notre personnalité hors des réseaux sociaux. Eux, les jeunes d'aujourd'hui, construisent leur personnalité via les réseaux sociaux, et c'est ça qui est «inquiétant» entre guillemets, ou en tout cas, on n'a pas de recul, là-dessus, parce qu'en plus, bah, c'est toutes ces générations qui n'ont pas été accompagnées là-dedans. mm, On commence tout juste à accompagner les enfants, on commence à accompagner les parents, parce qu'il commence à y avoir, des associations qui font ce travail-là. Il commence à y avoir, dans l'éducation nationale, ça commence à être pris en compte dans toute l'Europe, hein. Maintenant, il y a un cadre européen, sur les compétences du numérique à avoir, qui est le même sur toute l'Europe, et qui parle justement de savoir communiquer, collaborer, le cyberharcèlement, savoir gérer tout ça, et qui le prend en compte. Donc on en est au tout début, mais ça arrive. Donc les perspectives sont plutôt positives après avoir dit tout ça. d'accord. Bon, c'est un petit peu rassurant. Quand ton petit sera grand, tu pourras ça sera bon. Bah là où moi j'ai
j'ai l'impression que les choses seront moins difficiles pour moi et pour ma génération, et en tout cas, encore une fois, les gens qui écoutent cette émission, c'est qu'on est moins démunis face à ces problèmes, parce qu'au moins, nous, on comprend un petit peu mieux comment ils fonctionnent. On parlait de contrôles parentaux, de types d'applications, de réseaux sociaux. On est immergé là-dedans et c'est des choses qui nous intéressent naturellement. Donc, au moins, on aura ces outils pour essayer de commencer à comprendre et à expliquer, quoi. Ça sera... Alors, malgré ce que tu dis, je vais te Hmm. dire, pour avoir travaillé justement et avoir eu des collègues qui travaillaient dans ces gros groupes, hein, que ce soit les Microsoft ou Google, étonnamment, comme on dit, hein, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ah oui, C'est pas pour ça que c'est eux qui mettent le plus de qui font le plus attention. Ils sont parfois quand même tout autant démunis que d'accord. parce que tu peux être intéressé par la tech, mais finalement tu es dépassé par les usages des jeunes, hein. Ouais. Honnêtement, C'est peut-être, moi, je pense à moi avec le travail, en fait, toi plus semi-pédagogique que je particulièrement. fais dans l'émission, et j'ai l'impression peut-être que j'ai l'impression que tout le monde est dans ce même cadre, euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas. En tout cas, à force d'entendre comment j'explique les choses, j'espère que les auditeurs auront aussi... En fait, c'est ça, hein. Pour mieux éduquer vos enfants, écoutez le rendez-vous tech, c'est très très simple. Un des nombreux bénéfices supplémentaires. C'est Euh, exactement ça. Bon, plus sérieusement, si on parle, on a déjà évoqué certains de ces sujets, mais si on parle plus spécifiquement de la manière dont on va amener et présenter la tech aux enfants, comme je le disais, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a deux choses que tu as mis en avant, l'accompagnement par l'école et l'accompagnement par les parents, et les deux sont importants. Là encore, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est ce que je venais effectivement d'évoquer. Donc déjà l'accompagnement par l'école, ça arrive. Donc c'est les bonnes nouvelles. Oui, tu parlais du C'est cadre européen. le cadre européen, du coup, ça commence à être intégré vraiment en tant que dans les programmes scolaires en France, notamment dans le brevet des collèges. Maintenant, ça y est, l'année prochaine, c'est totalement généralisé. Ça a été mis en place déjà cette année. Mais maintenant, il y a les compétences du numérique qui sont évaluées par PIX. Donc PIX, c'est le nouveau brevet des collèges, hein, sur le numérique. Mais attends, excuse-moi, juste pour préciser, quand tu dis le cadre légal européen, il impose une partie d'éducation numérique dans le cursus scolaire je sais pas, Exactement. de l'école et du collège et du lycée, c'est ça? Exactement, D'accord. exactement. Et Et il il dit en précise fait, ce qu'il il y a faut. 5 grands domaines, information et données, donc savoir justement gérer ses données personnelles, les informations, savoir comprendre les informations, les sources, les fake news, savoir communiquer, collaborer, et ça va de niveau très très bas, hein, de tout débutant, donc ne serait-ce que même ouvrir un document Word, Ouais. autre, savoir créer un document, savoir taper, tu vois, comprendre ce que c'est qu'un réseau social, connaître les plus grands, savoir publier, savoir poster sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des niveaux très très débutants, hein, Bien sûr, même ouais. chez les jeunes. Et ça va, en fait, il y a 8 niveaux qui vont de débutants à experts et qu'on commence effectivement à l'école, au collège. Du coup, ils commencent à partir de la 5e en France. Ça devient un enseignement obligatoire, et maintenant même en seconde, à partir de l'année prochaine, il y aura 1 heure et demie consacrée aux sciences numériques et technologiques. C'est très très bien. Euh, Il y a des enseignants qui sont formés spécifiquement à alors, ça, ces... c'est la problématique. Donc ça D'accord, ouais. vient d'être validé au mois de janvier. Ils viennent de le mettre en place. Du coup, ça va être mis en place en septembre. Ils savent pas encore qui seront les enseignants. Donc les grands débats tournent autour de ça. Et honnêtement, moi, pour avoir travaillé justement, on a écrit un manuel scolaire avec un éditeur de manuel scolaire sur ce sujet-là qui sera à la rentrée. Les sujets sont encore très théoriques et encore très vieille école entre guillemets. Donc on n'en est pas Hmm. encore aux beaux enjeux, mais c'est déjà une étape, je trouve. Donc soyons plutôt positifs. On y arrive, j'espère, et je travaille pour ça aussi, pour faire en sorte que les contenus bougent et que ça soit plus adapté au monde réel d'aujourd'hui, Hmm. mais ça avance bien. Ça avance bien, donc c'est intégré, ça arrive, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, il faut former les enseignants. Ouais. Et ça fait partie aussi des choses que nous, on cherche à mettre en place aussi en France et puis après en Europe.
Après, il y a aussi, c'est ce que je te disais, il y a des initiatives d'écoles qui se créent. Et là, nous, on travaille avec notamment une nouvelle école qui s'appelle Ma Petite École Montessori, qui ouvre là ses portes l'année prochaine à Paris, alors pour l'instant. Mais j'aime bien l'initiative, c'est qu'ils font les choses à l'école. Donc, la pédagogie Montessori, c'est plutôt la pédagogie active. Ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que les enfants soient actifs dans le contexte très multimodal, comme on dit. Donc, il y aura un potager bio, il y aura un mur végétal, il y aura du numérique pour les plus grands. Et surtout, ils vont faire des ateliers, et ça, j'aime bien, pour accompagner les parents. Donc, c'est-à-dire qu'après l'école, les parents seront accompagnés sur le numérique, seront accompagnés sur toutes ces questions-là, en fait, qu'on vient d'évoquer, avec des experts qui viendront pour répondre à ces questions et aider à accompagner les parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Donc, c'est des choses qui arrivent et qui se mettent en place parce que ça y est, je pense qu'on en a pris conscience. Et là, on est dans cette transition où on met les choses en place, où on commence à accompagner les parents pour accompagner les enfants. D'accord. Bon, c'est spécifiquement pour les Parisiens, donc on va pas passer trop de temps sur Ma Petite École Montessori, mais mapetiteécolemontessori.com, c'est là-bas que vous trouverez des informations là-dessus. Et j'imagine qu'il y a d'autres initiatives par ailleurs dans d'autres, et j'espère en tout cas, que ça prend un peu partout dans ce type de choses. L'accompagnement des parents, du coup, pour faire la transition et parler des questions qui reviennent le plus quand on nous les pose, c'est comment je choisis le bon jeu, la bonne appli, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est souvent les questions qui reviennent. Ce qu'on peut dire là-dessus, et ce que disent aussi souvent les experts, c'est qu'il y a pas la bonne appli, c'est pas forcément celle qui a la meilleure note. Ça veut pas dire grand-chose. Mais on dit souvent, notamment pour les plus petits, quand il faut choisir, c'est à cet âge-là qu'on choisit les applis pour ses enfants, c'est quand ils sont plus petits. L'idée, la bonne pratique, c'est de la tester avant, soi-même, pour savoir si elle nous plaît à nous en tant que parents. Parce qu'en fait, si ça te plaît à toi et que finalement tu prends du plaisir, bah, tu vas accroître l'estime de l'enfant qui va voir que tu prends du plaisir à jouer avec lui à ce jeu-là, typiquement. Donc il voit que ce jeu te plaît, donc ça va lui plaire aussi. Donc ça, c'est des choses importantes. Et pour les plus grands, dans les applis à choisir, quand ils sont encore du coup dans ces âges où ils sont encore un peu accompagnés par les parents, donc avant 12 ans, ça va plutôt être des applis, moi je recommande plutôt les applis payantes. Parce que souvent, il n'y a pas 3 milliards de publicités qui arrivent. Des microtransactions par dizaines. Ouais, exactement. Donc, il vaut mieux y mettre un petit peu d'argent, mais au moins être tranquille. Justement, si on veut le laisser tout seul dans sa chambre avec, il vaut mieux aller choisir l'appli payante, et il vaut mieux choisir des applis quand même quand ils sont plus jeunes, où ils peuvent pas discuter avec l'extérieur. Il y a d'ailleurs un service d'Apple dont on parlait et pour lequel je disais ça, on parlait ce mois-ci, qui a été annoncé à la conférence récente, qui s'appelle Apple Arcade, qui va inclure à l'automne un abonnement avec des accès illimités à un catalogue de jeux payants. Alors, ça sera des jeux qui ne seront pas spécifiquement dédiés aux enfants, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être un moyen d'avoir des jeux qui seraient plus adaptés que la population générale, entre guillemets, de jeux dans l'App Store dans lesquels on trouve énormément de choses et pas forcément des bonnes choses. On verra quand il sortira, mais c'est peut-être un truc à garder à l'esprit si votre enfant commence à être en âge de jouer à ce type de jeu. Peut-être que vous pourriez regarder dans cette formule-là pour trouver des trucs qui pourraient plaire. Le contrôle parental, c'est important aussi. Le contrôle parental avant 12 ans, je pense qu'effectivement, c'est important. C'est important de filtrer, effectivement, surtout quand il commence à écrire, ce qu'on disait, entre 8 et 12 ans. C'est là où on va le laisser un peu plus tout seul. Et il va pouvoir écrire des choses. Et quand il fait des recherches sur un moteur de recherche, on a envie qu'il ne tombe pas forcément sur n'importe quoi. Donc le contrôle parental, effectivement, c'est quand même
Ça s'active tout simplement, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses payantes supplémentaires. Encore une fois, normalement, dans les téléphones, regardez bien dans les paramètres, il y a tout ce qu'il faut pour faire avoir un contrôle parental. Ouais, on peut bloquer toutes les applications, on peut choisir les types d'utilisation. euh, Exactement. hmm. Et on peut choisir même si télécharge une appli, que ça soit des applis pour les moins de, enfin voilà, avec les âges justement. Oui, parce que les applications sont sélectionnées Exactement. en fonction des âges, et on peut dire Qu'il a le droit de l'utilisateur. télécharger une appli du moment qu'elle est acceptée pour les moins de 12 ans, par exemple. C'est ça, ouais. Donc, s'y intéresser là aussi, ça peut être compliqué pour des gens qui sont pas, qui comprennent pas le numérique, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de formule magique. Il va falloir apprendre, quoi. Si vous voulez Oui, que vos enfants, là, il faut vraiment bon, il faut là s'y encore, mettre. Il faut on s'y a. mettre. C'est marrant parce que moi, je suis très très nul sur tout ce qui est, je sais pas, plomberie, mécanique. Donc, je sais pas du tout faire les trucs à la maison. Et je me dis bon. Donc, pour tous ces trucs-là, je suis emmerdé quand il faut faire un truc parce que j'y connais rien. Mais au moins, je connais suffisamment l'informatique pour me dire contrôle parental, ça me fait pas peur. Je vais regarder dans les paramètres et je vais comprendre assez vite quand ça sera nécessaire. Donc, je sais pas, je me dis au moins j'ai ça qui convient pas mal bah, qui me donnera un avantage dans la vie. Mais oui, je crois que c'est comme le reste. Il y a pas de formule magique. Il faut apprendre quoi. Mais Il comment apprendre ensuite? faut C'est pas évident. Mais il faut se renseigner en fait, hein. Enfin, il y a pas mal de choses. Encore une fois, il y a des associations. Nous, enfin voilà, Open Asso, toutes les questions qu'on a évoquées, elles les traitent. Elles les traitent avec des experts. Il y a des réponses. Ils mettent aussi des numéros de téléphone en place, ou il va y avoir une appli en place justement pour poser toutes ces questions, pour répondre à toutes les questions fréquentes C'est qui quoi, se pardon? posent. Open Asso, j'ai pas. Ouais, c'est l'Observatoire de la parentalité et d'éducation numérique. Donc c'est open-asso.org. open-asso.org. Voilà, c'est une Je mettrai les liens association. dans les notes de l'émission, comme ça les gens pourront. C'est une association et voilà, il y a beaucoup de choses dont on a parlé. C'est parce qu'on travaille, on parle avec eux Tu et qu'ils travailles le avec mettent, eux. ils le mettent en place. Ils vont dans les écoles aussi faire des formations. Ils font des ateliers pour les parents. Ah oui, Voilà, donc il faut tu m'as mis dans les notes que tu m'avais données Open Asso, donc ils sont là, exactement. effectivement. Du coup, voilà, il faut se renseigner. Il y a pas mal d'articles aussi dans les magazines pour parents qui commencent à parler de ces choses-là, qui donnent des conseils. Coude, on donne des conseils. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous donne des conseils. On essaye en tout cas de faire ce travail-là, de trouver les bonnes assos, ceux qui donnent les bons conseils, pour s'aider et pour vous aider, quoi, tout simplement. D'accord. Bon, donc il y a quelques ressources qu'on vous mettra dans les notes de l'émission, et puis ensuite, oui, il faut chercher par soi-même aussi. D'autres choses à noter sur cet accompagnement Ouais, le dernier point, c'était l'éducation aux médias, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un buzzword, les fake news, comment on fait, et je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai travail qui commence très jeune de la part des parents, même si après, évidemment, c'est à l'école de le mettre en place, et ça arrive aussi de plus en plus à l'école, hein, l'éducation aux médias, mais c'est de recréer un lien de confiance avec la presse, si vous avez la possibilité, effectivement, d'initier vos enfants à la presse, pas forcément papier, hein, mais il y a pas mal de presse pour les enfants maintenant qui existe en mode vraiment journal pour les enfants. Genre journal qui traite des infos Il y a comme. le petit quotidien, il y a pas, enfin voilà, des petits journaux qui existent, ou même des vrais journaux de grands à voir avec eux, mais recréer ce lien de confiance avec la presse et les médias est importante, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que les fake news tournent beaucoup, c'est parce qu'il n'y a plus de lien de confiance avec les organes de presse. Et on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas recréé ce lien de confiance. On aura beau argumenter et montrer que ceci est une fake news, on pourra toujours, ceux qui ont envie de dire que c'est du complot, que c'est faux, que les médias disent faux, on peut rien à partir du moment où il n'y a pas d'argumentation raisonnée. Donc je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut recréer ce lien. Et c'est important à faire.
D'accord. Et du coup, la dernière chose, je te l'ai évoqué, hein, c'est en tant que parent, il faut être exemplaire, évidemment. Ouais. Donc si on est constamment soi-même scotché à son téléphone, ça va être difficile plus tard de dire à son ado qu'il faut pas l'être. Là, tu commences à dire des choses qui me plaisent moins, Gaël. Je t'avoue que tout à Non, mais coup, plus sérieusement, on croit qu'ils sont petits et que c'est pas grave et que quand ils seront ados, on gérera. Honnêtement, faut c'est pas se pas comme dire ça que ça. ça marche. Attends, Euh, alors, quand tu dis on croit qu'ils sont petits, de quel âge on parle? mais de tout petit, c'est déjà trop tard pour toi. Non, mais vraiment de tout petit, quand ils nous voient scotchés tout le temps à notre téléphone, il faut réussir. Si vous dînez avec vos enfants ou déjeunez avec vos enfants, il faut ranger le téléphone, il faut pas le laisser poser Ah sur la oui, table. alors non, mais bien sûr, Ah pour le bah non, mais déjeuner, bien dîner. sûr, oui, facile à dire. Non, moi, je parle de moi, là, tout à coup, c'est à moi que je m'intéresse, tu vois. Mais je veux dire, quand il est en train de jouer quelque part et il s'intéresse à son petit truc pendant 5 minutes, je sors le téléphone, je check Twitter, et puis s'il vient Sûr. vers moi, il m'amène un livre, et bien sûr, je prends le livre, je le prends sur les genoux, et puis s'il recommence à... Est-ce que c'est à ce point-là, genre, il faut carrément pas du tout sortir le téléphone Non, non, ou... non, 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 D'accord, pardon, je me suis mal exprimée. Non, non, c'était d'accord, ok. plutôt le côté, parce que quand même, peut-être que tu ne le fais pas et bravo, mais souvent on a tendance quand même à table ou même dans des activités à dire attends, j'ai un mail à faire, ah je viens de recevoir une notification et on regarde. Et en Hmm. fait on s'aperçoit pas, mais on a constamment les yeux rivés parce qu'il y a une notif qui arrive. Hmm. Et, Bon, j'avoue que c'est peut-être quand même un petit peu mon cas aussi, hein. Si je suis complètement honnête, c'est vrai que ça peut m'arriver, c'est vrai. et on pense qu'ils sont petits, c'est pas grave. Hmm. Et en Et fait, en fait, non. effectivement, c'est pas, je dis pas que c'est grave non plus, hein, Hmm. mais on va le payer quand ils seront ados. On paiera la note. Damned, damned, damned. Bon, alors il faut que je commence à faire attention. Il est peut-être trop tard, mais je vais essayer quand même d'être un petit peu plus sérieux, on va dire. Bon, d'accord. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Désolé, je suis un petit peu perturbé parce que je me rends compte que j'ai déjà gâché la vie de mon fils. Euh, Mais non. bon, tout est rattrapable, ou presque. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait effectivement un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des choses à dire en conclusion? S'il y a une ou deux choses à retenir vraiment de tout ce qu'on a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent retiennent? Je pense que on vient de le dire, c'est de s'y mettre, c'est de s'y intéresser. Hmm. C'est de s'y intéresser et essayer de savoir un peu soi-même, trouver les bonnes pratiques, regarder ce qui se fait, regarder ce que font les jeunes et être capable, justement, pour être capable de mener ces discussions qui, effectivement, à l'adolescence ne vont pas être faciles. Hmm. Et pour ça, effectivement, on ne dit pas que les choses sont simples et il faut juste être dans la discussion et pas dans le flicage. Encore une fois, hein, pour le meilleur et Hmm. contre le pire, si je dois résumer, Ouais. c'est les amener au meilleur, leur montrer que tout ça, c'est quand même magnifique. Ils ont la chance d'être dans un monde numérique ouvert sur le monde. Donnons-leur le meilleur, juste apprenons-leur à se protéger du Hmm. pire. C'est pas des discussions faciles à avoir, mais on n'a pas le choix. D'accord. Bon, bah super, écoute, merci beaucoup de cette longue discussion qui, j'espère, aura amené quelque chose aux auditeurs, qu'ils soient d'ailleurs parents ou non, hein. J'espère que les gens qui ne sont pas parents ont été intéressés par tout ce qu'on a dit. Si les gens veulent aller un petit peu plus loin, je mettrai donc quelques liens dont on a parlé dans l'émission, dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et bien sûr, vous pouvez faire vos recherches dans votre coin aussi. Et puis, si ils veulent suivre un petit peu ce que tu fais toi, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, Gaël? Donc moi, sur Twitter, @gmgirardeau, et surtout, s'ils veulent justement suivre toutes les bonnes recommandations et les choses qu'on trouve, qu'on aime bien et qu'on partage, c'est Cood, donc COOD. Donc sur Twitter, c'est @cood_fr et sur la page Cood Facebook, vous retrouvez aussi beaucoup d'infos, beaucoup de choses qu'on partage, ou sur notre site cood.fr aussi, tout simplement. Vous pouvez aller. Alors, elles sont pas encore disponibles, mais
on va avoir plein de petites activités ludiques pour les jeunes collégiens. C'est gratuit pour aller justement commencer à regarder un peu toute l'éducation numérique et des petites activités sympas pour apprendre à se protéger. Voilà. Super, merci beaucoup. Tout ça, comme je le disais, sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et, comme vous le savez, soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que vous pouvez donc choisir la somme que vous donnez, le nombre d'émissions que vous soutenez par mois, etc., etc. Vous avez entièrement le contrôle. Ça prend 2 minutes à faire. Vous pouvez le faire depuis votre portable. Si vous appréciez l'émission et si vous voulez voir ce qui se passe du côté des récompenses pour les gens qui soutiennent l'émission aussi, vous pouvez passer sur patreon.com/rdvtech. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode classique où on parle de l'actu. Ciao à tous!